Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Le drapeau du Mali flotte désormais à Ber dans la région de Tombouctou. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme avoir pris le contrôle de la ville depuis le dimanche aux environs de 8h30. Une situation intervenue après des jours de combat et surtout après le retrait anticipé de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Si les FAMA disent avoir riposté à une tentative d'incursion de terroristes dans leur dispositif, la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, les accuse d'avoir attaqué une de ses positions. Que s'est-il réellement passé à Ber dans les jours passés et quelles sont les conséquences de cette situation sur l'accord pour la paix et la réconciliation? On en parle avec trois invités. Fatima Maïga, analyste sécuritaire, Dr Alpha Lahadi Kouina, géopolitologue. Notre troisième invité n'est pas encore arrivé dans notre studio. Nous l'espérons l'avoir d'ici la fin de cette émission. Il s'agit de Balan Diakité, politologue. Bonsoir à toutes et à tous et encore une fois, bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce papier de synthèse sur le résumé de la situation de Ber après des jours de combat. Et c'est avec Mariam Koulibaly. Dans son communiqué, l'état-major général des armées indique que les FAMA ont occupé le camp aux environs de 8h30. Cela, précise-t-il, après de nombreux incidents et a émaillé le mouvement des unités, notamment vendredi et samedi, où des affrontements ont opposé les forces maliennes à des groupes armés. Les combats ont fait 6 morts et des blessés dans les rangs de l'armée. Les assaillants, dans leur débandade, ont abandonné 24 corps, des armes et des motos, souligne le communiqué. Selon l'état-major, des tirs sporadiques ont suivi dimanche à l'approche de l'emprise avec la découverte et la destruction d'engins explosifs improvisés. L'armée s'engage à assurer vaille que vaille avec professionnalisme la protection des personnes et de leurs biens. Des sources rapportent que les FAMA patrouillent dans la ville de Ber, mais difficile d'en savoir plus, faute d'interlocuteurs sur place. La MINUSMA a par ailleurs annoncé que la dégradation de la sécurité dans la zone fait peser des risques élevés sur les casques bleus. Elle invite ainsi les différents acteurs concernés à s'abstenir de tout acte qui pourrait davantage compliquer l'opération. Docteur Alpha Al-Hadi, la première question de cette émission sera donc à vous. Quel est votre regard sur cette situation qui s'est déroulée ces derniers jours dans la ville de Ber, dans la région de Tombouctou? Merci beaucoup, Mariam, et bonjour à tous les spectateurs. Pour ce qui concerne un peu la situation à Ber, il faut dire que on pouvait un peu s'attendre à cette situation. Depuis les 4, on a vu qu'il y avait déjà eu des affrontements de l'armée avec certains groupes à Fouita, dans la région de Tombouctou. Et cela a un peu été décrié par la CMA. Et 3 jours plus tard, la CMA a fait un communiqué en disant que l'armée a attaqué ses positions. Et depuis juin, quand en fait la MINUSMA a annoncé un peu son départ après la demande du Mali de faire un retrait sans délai, on pouvait directement, en fait, en tant qu'analyste, on pouvait se poser certaines questions par rapport à un peu comment seront les différentes bases de la MINUSMA. Et on savait aussi que l'État, le Mali, allait chercher un peu à récupérer ses bases, ce qui est tout à fait normal. Mais il était aussi évident que les groupes armés rebelles n'allaient pas se laisser faire. Et déjà, en fait, la MINUSMA, disons, la CMA était un peu contre toute récession, en fait, rétrocession de la base de la MINUSMA à l'armée. Donc, on pouvait directement s'attendre un peu à ce qu'il y ait cet affrontement. Mais ce qui est un peu plus étonnant, c'est que dans ce communiqué, l'armée parle un peu plus J'allais en venir. L'armée parle d'avoir riposté à une attaque de groupes armés terroristes. Exactement. Au même moment, la CMA affirme avoir été attaquée.
Effectivement, en fait, c'est ce qui pose un peu problème parce qu'à un moment donné, on pouvait se poser un peu certaines questions si la CMA en fait était différente un peu des groupes djihadistes ou pas, parce que si vous vous rappelez bien, en fait, il y avait déjà le porte-parole du CSP qui en fait avait fait un communiqué en disant que l'armée a eu un affrontement avec la CMA. Et pourtant, juste quelques minutes plus tard, en fait, lui-même, il a encore dit que, en fait, c'est pas, il a démenti un peu ses propos. Donc, on se demande un peu à un moment donné s'il y avait une confusion entre les groupes armés et puis les groupes terroristes. On sait bien que la CMA est dans la ville de Ber, mais on sait aussi que le groupe de Talha sont un peu dans les environs de Ber. Donc, à un moment donné, il y avait eu quand même l'attaque de la revendication du JNIM, mais au même moment, il y avait aussi une revendication du CSP. Donc, cela avait un peu prêté la confusion entre les groupes rebelles et puis les groupes djihadistes. Peut-être bien qu'il serait un peu temps qu'on essaie de clarifier un tout petit peu, parce que l'armée parle de groupes djihadistes et la CMA, à un moment donné, parle aussi de ces troupes. Donc, il faut un peu regarder ça de trop près. Fatima Maïga, on peut dire que c'est une situation confuse actuellement dans la zone de Ber quand on suit un tout petit peu le communiqué des FAMA et surtout le communiqué de la coordination des mouvements de l'Azawad. Oui, peut-être qu'il y a eu quand même des éléments intéressants dans le communiqué de la CMA qui parle donc d'attaque et de position. Alors, peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière par rapport à l'accord lui-même et ce qu'il prévoyait. Historiquement, Ber avait été, on va dire, occupé juste avant la signature de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. Juste avant l'accord, et d'aucuns à l'époque avaient dit que c'était une tactique de pré-négociation pour dire voilà, on y est et c'est du crédit politique pour avoir plus. Après, du fait même de l'accord, cette position-là avait été, entre guillemets, mise entre les mains de la MINUSMA. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui devenaient de fait une sorte de force d'interposition à Ber. Donc, qui devait assumer une sorte de neutralité et empêcher des affrontements, comme ceux qui se seraient passés. Mais entre-temps, il y a eu 7 ans qui se sont écoulés avec un accord qui demandait le désarmement total dans moins de 6 mois. En fait, le cantonnement, c'était 30 jours. Dans les 30 jours après la signature de l'accord, le redéploiement de l'armée, à peu près, je crois, 60 jours. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans la façon dont la CMA elle-même caractérise cette opération spéciale, selon le communiqué du chef d'état-major malien, en tout cas de l'armée malienne, qui dit nous avons un plan de sortie de la MINUSMA, étant donné que la MINUSMA, après, du fait même de l'accord, s'est interposé à Ber. Ber était dans une situation d'interposition. Donc, la base de la MINUSMA, en vertu du plan de sortie que nous n'avons pas, malheureusement, en tant que société civile, mais nous entendons que les bases doivent être retrocédées à l'État malien, n'est-ce pas ? Donc, la MINUSMA se retire de son rôle d'interposition. Il est normal que le Mali vienne. Et donc, parler de position, pour moi, juridiquement, pose problème parce que c'est une position anté-accord de paix qui a été gérée avec le positionnement de la MINUSMA. Bon, donc ça a l'air un peu technique, mais c'est important de dire que quelque part, la caractérisation que la CMA fait de ce qui s'est passé fait fi quand même d'un arrangement qui était là et qui donne absolument la latitude au gouvernement malien de venir prendre, en vertu même du départ prochain de la MINUSMA, de venir occuper une base que la MINUSMA ne peut plus occuper ou que la MINUSMA ne peut plus jouer un rôle d'intercession. Et dans le fond même, il n'y a pas d'intercession encore, puisque l'accord de paix prévoyait que c'était un accord au minimum de cessez-le-feu. Il n'y avait pas de raison de reprendre, disons, des affrontements, sauf à se battre contre qui ? Un ennemi commun, les djihadistes, le JNIM, qui sont sur place. Donc, le flou, parce que c'est une situation qui se développe, ne doit pas occulter ces éléments de principe. Il ne peut pas y avoir, en principe, d'affrontement entre deux parties à l'accord, n'est-ce pas ?
En tout cas, le flou persiste parce que là où peut-être que la CMA ou l'armée malienne se sont trompés de cible. Mais je précise que normalement, non, puisque l'accord aussi prévoit que les deux parties, donc le gouvernement et les autres parties à l'accord, travaillent comme il se doit pour faire face à cet ennemi commun que sont les extrémistes violents. Donc, ce qui s'est passé à Ber, moi, je tends à penser que, selon le communiqué de l'État malien, il y a eu, à travers le processus de récupération donc, des bases qui doivent être rétrocédées à l'État malien, on a eu essentiellement à faire face à ces ennemis qui pullulent la région de Tombouctou. Et nous, on serait intéressés de savoir pourquoi la CMA parle encore d'opposition, qui serait attaquée, et aussi, est-ce que la CMA reconnaît que l'armée malienne a dû faire face à des attaques très sérieuses de djihadistes, d'extrémistes violents. Et d'ailleurs, je profite pour dire qu'on s'incline devant la mémoire de nos soldats qui ont fait le sacrifice ultime. Nous pensons à eux, à leurs familles. Alors, Fatima Maïga, vous gardez la parole. Depuis vendredi, début de ces affrontements, des communiqués fusent un peu partout, surtout du côté de la CMA. On voit beaucoup de déclarations sur les réseaux sociaux. Je prends une déclaration, par exemple, celle d'Atayag Mohamed, membre de la CMA, ancien porte-parole également de la CMA, qui disait que l'aménagement doit partir et non concéder une de ses bases à l'armée malienne. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration du moment où normalement, d'après vos explications, ces bases de l'aménagement doivent être concédées à l'armée malienne? Encore une fois, la difficulté que j'ai et d'autres venant de la société civile, c'est de ne pas avoir accès au plan de sortie, le fameux exit strategy qui est en train d'être géré par des commissions au niveau de l'État malien et bien sûr, j'imagine, de la CMA et les autres. Si on avait ce document, on verrait est-ce qu'il y a un fondement à ce que la CMA avance. C'est pour ça que je suis obligée de me rabattre, entre guillemets, sur des principes, sur l'esprit de l'accord, ce que l'accord avait prévu pour justement ne pas arriver à cette situation. Mon point de vue, et encore une fois, en absence de documents, et malheureusement, je n'ai pas pu aussi joindre les femmes avec lesquelles on travaille dans le cadre de cette volonté de cohésion sociale, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème essentiel. Nous devons combattre l'État islamique qui s'est installé là, qui fait des offensives très sérieuses depuis plus de 6 mois. Et je pense que nous avons eu des appels à l'aide des communautés, des vraies communautés non combattantes qui ne sont pas dans la politique politicienne. Il y a eu des appels à l'aide et à l'intervention du gouvernement malien et des FAMA, à tel point qu'à un moment, dans cette région, on s'est demandé si cette région faisait partie du Mali. Est-ce que, parce que c'était Ménaka ou des autres zones, on devait, ou bien Tombouctou également, on devait les abandonner? Donc, je pense, très honnêtement, sans rentrer dans les détails, que l'État malien essaye, en même temps qu'elle gère le retrait de l'aménagement, elle essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas une diffusion encore plus grave de cette menace terroriste. Et je pense que c'est en ça que la population malienne l'attend, que ce soit à Kidal, que ce soit à Ber ou que ce soit à Ménaka, qu'elle joue ce rôle effectivement d'interposition, non pas entre elle et la CMA, mais entre ces populations et les terroristes et les extrémistes violents. C'est la tâche du gouvernement malien et des FAMA. Et je pense que ce qui s'est passé à Ber participe aussi de cette mission régalienne. Docteur Alpha Hadi, Fatima vient de donner sa position sur la question, mais je vous la repose quand même. Est-ce que la prise de la ville de Ber viole un peu l'accord pour la paix et la réconciliation? Alors, comme Fatima vient de le dire, en fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas l'exit stratégique. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui de dire si c'est là viol ou pas. Mais en fait, là, ce qu'il faut rappeler, c'est que la CMA s'appuie sur les arrangements sécuritaires qui ont été menés avant. En fait, c'est qu'il faut dire qu'il y a, depuis, lors des négociations, il y avait des positions qui ont été vite récupérées un peu par la CMA. Il y a Ber, il y a Tessalit, il y a Kidal, et bon, je peux plus en dire un autre. Et donc, en fait, c'est que ces zones étant d'une manière, juste avant les négociations, des zones qui étaient
un peu réservé à la CMA. Donc pour eux, il était naturel, si l'accord n'est pas mis en œuvre, de rétrocéder un tout petit peu ces zones à la CMA. Ce qui est un peu difficile à faire pour un État souverain, parce qu'il est vrai que, en fait, c'est que il faut reconnaître que, en fait, dans la mise en œuvre de l'accord, il y a eu des obstacles qui persistent encore et qui est vraiment dommageable. En fait, il faut le reconnaître, parce que peut-être en mettant en œuvre, soit dit intelligemment, l'accord, cela aurait un peu profité pratiquement à toute la population malienne, parce qu'il s'agit de la décentralisation et autres. Mais pour ceux qui, en retournant un peu à votre question, c'est qu'il y avait ces positions-là. Donc la CMA pratiquement se base sur ces arrangements sécuritaires pour dénoncer la rétrocession des bases à l'armée malienne. Mais cela aurait pu, en fait, je pense qu'on aurait pu quand même éviter un peu ces affrontements. On aurait pu se mettre un peu sur la table et puis essayer de voir comment est-ce que ces bases pourraient être récupérées, évidemment par l'armée malienne, mais pour essayer aussi de mettre aussi en confiance la CMA ou les autres groupes. Est-ce que le fait que cette base a été rétrocédée de façon anticipée n'a pas un tout petit peu n'a pas joué un peu sur cette situation qui s'est déroulée, vu que l'aménagement dit un retrait anticipé? Certainement, ça a joué un rôle. Il faut dire que tous ces retraits-là, un peu anticipés, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas, il y a là pratiquement 2 mois, on ne s'attendait pas à ce que l'aménagement parte du jour au lendemain. Et donc, avec ce départ sans délai de l'aménagement avait aussi décidé de quitter, je pense, le 15. Donc, il y a eu juste 3 jours, parce qu'il y avait de l'insécurité, parce qu'on s'attendait, l'aménagement voyait déjà venir cet affrontement qui s'est dessiné depuis le 4 août. Donc, il était important un peu pour l'aménagement de se retirer pour protéger ces casques bleus. Mais bon, il fallait aussi voir comment est-ce que les groupes, par exemple le groupe et puis l'État, pouvaient un peu échanger sur la manière de rétrocession, parce que peut-être bien qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu la guerre des égos, parce qu'il y a aussi, non seulement, c'est vrai, dans le groupe rebelle, il y a beaucoup d'extrémistes. Aussi, dans le camp de l'État, il y a certains aussi qui ont des positions un peu plus fichées. Donc, il faille aujourd'hui un peu essayer de voir comment est-ce qu'on peut négocier et puis essayer de faire partir l'armée dans ces bases-là sans qu'il y ait des fusions de sang. Notre troisième co-débatteur vient de nous rejoindre, Balan Diakité. Bonsoir et bienvenue. Le temps de vous installer confortablement. Nous allons continuer avec Dr Alpha-Idi. Dr Alpha, vous venez de dire que stratégiquement, alors, que vaut Ber dans la région de Tombouctou stratégiquement, parce que là, l'armée qui veut la ville, la CMA qui ne veut pas quitter cette base-là, que vaut cette ville de Ber dans la région de Tombouctou? Alors, si on essaie de voir un peu la cartographie du Mali, on va essayer de voir et surtout les bases que l'armée a, et puis l'aménagement, les bases de l'aménagement. On voit qu'un peu en récupérant Ber, on a directement accès à Kidal. Okay. Et nous savons déjà que Kidal est le fief de la rébellion. Donc aujourd'hui, si l'armée malienne l'armée malienne est parvenue en réalité à s'installer à Ber, je pense que les groupes rebelles voient directement que le prochaine étape, c'est Kidal. Parce que Tessalit, Aguelhok, et aujourd'hui on a Ber. Donc c'est déjà, en fait, les deux autres villes ne sont pas beaucoup stratégiques. Mais Kidal est vraiment stratégique. Donc il fallait un peu jouer le tout à Ber pour un peu marquer les esprits et se préparer à Kidal. Donc aujourd'hui, il était vraiment important pour la CMA. C'est pour cela qu'en fait, on a vu déjà des communiqués, le retrait, le départ des cadres de la CMA de la ville. Mais en fait, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, mais est-ce que les autres membres du CSP
vont suivre la CMA dans cette démarche. Ça, on peut aussi se poser des questions, même si en fait il y a des alliances les alliances sont dures. Aujourd'hui, en fait, ils se font confiance entre eux. Alors, nous allons revenir au niveau du CSP, le temps de donner la parole à Ballon Diakité, parce qu'on sent également la rupture au sein de cette coordination qui fait également le suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ballon Diakité, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Peut-on dire qu'avec cette situation qui s'est déroulée à Ber, le fossé se creuse davantage entre l'armée et l'ex-rébellion? Évidemment, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Le fossé se creuse, mais le fossé a commencé à se creuser il y a bien longtemps. Et il faut se rappeler en avril 2021, lorsque Mohamed Ould Sidati avait été assassiné. Depuis l'époque, le fossé avait commencé à se creuser, puisque cet assassinat a créé une situation de méfiance entre les partis, notamment entre le gouvernement du Mali et les ex-rebelles de la CMA. Ça, c'est un premier élément qu'il faut noter. Deuxièmement, on a été alerté également sur ce fossé lorsque, en décembre 2022, la CMA avait appelé de son vœu une réunion urgente du comité stratégique cadre stratégique permanent. Voilà, de l'accord. Et ça, c'était effectivement un élément très important à prendre en compte dans l'analyse, parce que cela montrait encore une fois de plus que la méfiance s'installait vraiment et que le fossé se creusait. Donc aujourd'hui, avec le départ annoncé de l'aménagement, les camps sont crispés d'un côté comme de l'autre, et puis les uns et les autres se posent des questions. Que va être la situation après le départ de l'aménagement? Donc il faut se préparer au pire, et c'est ce pire-là justement que les uns et les autres essaient de préparer sur le terrain. Les uns et les autres essaient d'éviter ce pire sur le terrain. Il vient de dire, Dr Koina, l'armée qui se positionne à Ber, c'est également avoir une vie sur Kidal. Est-ce que également cette démarche-là, vous partagez cela? Bon, en tant qu'analyste, nous, on ne peut que regarder ce qui se passe et puis essayer de donner notre point de vue là-dessus. Et c'est vrai que ce qu'a dit Koina tout à l'heure est tout à fait vrai. Il fallait d'abord cet acte pour marquer d'abord les esprits et confirmer davantage que l'armée malienne monte vraiment en puissance, comme cela a été dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, on sait même que les renseignements américains témoignent bien évidemment le fait que le Mali est en train de s'équiper vraiment, que l'armée, le renseignement américain parle même de surarmement. Voilà, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Donc l'armée malienne avait besoin à un moment donné de poser un acte pour confirmer cet état d'esprit qui est partagé aujourd'hui par l'ensemble des Maliens. Donc à mon avis, il faut observer de près la situation et éviter quand même qu'il y ait bien évidemment une rupture autour de l'accord, parce que quoi que l'on puisse dire sur cet accord, qu'elle soit parfait ou non parfait, cet accord a quand même permis à ce que les belligérants s'asseyent sur la table de la négociation, de discuter entre eux et de partager en commun l'idée que le Mali est un et indivisible. Cette idée d'unité est partagée aujourd'hui par les acteurs. Donc ça, c'est à mettre à l'actif de l'accord. Ensuite, l'accord a permis quand même qu'il y ait une stabilité, du moins c'est relative dans le pays, en tout cas entre les ex-rebelles et le gouvernement du Mali. Donc ça, ce sont bien évidemment un certain nombre d'éléments qu'on ne doit pas négliger et qu'il faut mettre à l'actif de l'accord. Donc aujourd'hui, le risque, c'est de voir bien évidemment ces points positifs que l'accord nous a permis tomber tous dans l'eau. Et c'est ce qu'il faut vraiment éviter que l'on tombe encore dans une situation de guerre ou dans une situation de conflit armé, d'autant plus que nous faisons face à l'ennemi commun qui est le terrorisme. À quoi ça sert une guerre dans une autre guerre? Ça n'a pas de sens. Fatima Maïga, il vient de le dire, le cadre stratégique permanent qui fait partie également des mécanismes de suivi de l'accord pour la paix. Beaucoup de groupes de l'ex-rébellion se sont retirés de cette entité. Au même moment également, le jeudi, nous avons entendu également l'appel d'un membre de la CMA qui demande à ce que les responsables des groupes de la CMA qui sont à Bamako retournent également au nord du pays. Est-ce que
avec tout cela, on ne peut pas dire que l'accord qui avance en dents de scie également, que le fossé se creuse, ou il y a possibilité aujourd'hui de recoller les morceaux à l'allure où on va. Je réfléchis à une réponse courte et une réponse longue, parce que si nous avons des Alors, réponses... pour les deux. On réagit de manière événementielle, c'est un peu compliqué. Il y a derrière l'événement de Berre, je pense qu'il y a des questions de fond. Je voudrais quand même rappeler quelque chose. Ce qui s'est passé à Berre, il n'y a pas eu, du point de vue de la CMA, de perte en vie humaine déclarée. Donc, il faut qu'on reconnaisse, nous avons perdu 6 FAMA et quelques terroristes. Je parle sous le contrôle des autres. Donc, il y a quelque part un plan derrière ce qui s'est passé à Berre du point de vue des autorités maliennes qui, je rappelle, ont demandé, ce sont les autorités maliennes qui ont demandé le retrait de la MINUSMA. Et j'aime à penser que ça ne s'est pas fait de manière impulsive. Il y a un plan derrière avec en ligne de fond permanente la sécurité des populations, parce que c'est un acte de responsabilité. Nous savons le rôle qu'a pu jouer la MINUSMA. Et donc, il y a quand même une prévision, une prédictabilité, je parle en anglais, pour l'État malien, une responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait pas un vide sécuritaire laissé par le retrait de la MINUSMA. Et donc, moi, je pense que ce qui s'est passé à Berre, d'autant qu'il n'y a pas eu de perte du côté de la CMA, ce n'était pas une attaque contre la CMA, puisque avec la montée en puissance, si nous avions voulu que ce soit comme ça, il y aurait des pertes. Elles n'ont pas été énoncées, donc je pense que c'est un plan qui est convenu, en tout cas entre le gouvernement malien et la MINUSMA, de prendre possession de certaines bases. Donc j'aimerais quand même qu'on dise qu'il y a un processus en cours qui semble assez logique et qui se passe plutôt bien. Pourquoi aujourd'hui, dans la situation qui est actuellement difficile pour le Mali, et pas seulement le Mali, il y a quand même ce qui se passe dans la sous-région, avec la menace d'une intervention militaire au Niger, pour laquelle malheureusement le gouvernement malien a pu être en obligation de dire nous sommes co-solidaires parce qu'il ne s'agit pas simplement du Niger. Donc nous sommes dans une situation fragile. Et bien sûr, de manière permanente depuis quelques années, nous avons une pression très forte de ISIS, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahel. Ça, c'est une réalité claire et nette. Vous voyez comme, avec toutes ces combinaisons de facteurs, que devient l'accord de paix, que beaucoup appellent un accord de cessez-le-feu. Il faut absolument éviter une reprise des hostilités armées, mais qui ne devrait pas être possible, puisque à ce stade-là, 5 ans ou 7 ans après, en principe, il y a eu un désarmement. On ne doit pas plus parler de rebelles, ce sont des parties prenantes à l'accord, en principe désarmées. On est d'accord? Et tourner sur le même but de sécurisation et de lutte contre le terrorisme. Donc, si le fossé il y a fossé, à mon avis, au moins à 2 niveaux. Qu'est-ce qui se passe de la cohésion, c'est-à-dire des acquis de l'accord? Est-ce qu'il y en a ou pas? S'ils ne sont pas là, et je pense qu'ils ne sont pas là, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et moi, j'ai plusieurs points de vue. Aujourd'hui, Berre ne devrait pas être occupé avec autre chose que des écoles, des ponts, là où on en a besoin, des centres de santé, etc., etc. Parce que, excusez-moi, j'ai travaillé avant la signature de l'accord de paix au ministère de la Réconciliation et donc j'aime à me rappeler l'esprit et le fond de l'accord. Si l'accord devait être un accord de paix, il devait répondre aux desiderata, en tout cas aux raisons fondamentales pour lesquelles certains ont pris les armes. Et ces raisons-là étaient des raisons en tout cas énoncé comme un déficit tellement patent et récurrent de développement que certaines populations ont décidé d'en venir aux armes. C'est pour ça, d'ailleurs, excusez-moi de faire un rappel, à l'époque, le ministère pour lequel je travaillais était un ministère de la réconciliation des régions du Nord et de développement des régions du Nord. Parce qu'il y avait une offre qui disait que pour réconcilier cette communauté qui se sentait appauvrie et abandonnée, il fallait réconcilier et une action de développement. Où on en est avec le développement aujourd'hui? C'est le pilier sur lequel on a le moins avancé. L'autre, deuxième pilier qui était censé être essentiel au moment où on parlait, où on avait inclus les vraies populations sur le préaccord. Nous avions fait une assise nationale sur le Nord, avant que malheureusement ces gens-là soient écartés au profit de ce qui est devenu par ailleurs, par la suite, l'accord d'Alger. Il y a eu l'accord de Ouagadougou, et avant l'accord de Ouagadougou, il y avait eu des assises nationales très inclusives, où les populations ont absolument confirmé que pour réconcilier, il faut en même temps développer, il faut travailler sur les questions de justice.
de justice, c'est-à-dire réparer, là où il faut réparer tout ce qui a pu être commis comme crime contre certaines communautés, effectivement, depuis les années 60. Eh bien, ce sont les deux piliers sur lesquels les partis, que ce soit le gouvernement du Mali, malgré des preuves de bonne volonté, mais aussi des autres partis qui ont eu des moyens, qui pendant le temps, sur les 5 ans, devaient retourner dans ces communautés pour dire voilà comment nous avons répondu aux raisons pour lesquelles vous nous auriez confié la tâche difficile de prendre les armes pour vous. Là, nous n'avons pas avancé. Donc, je veux résumer. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en est plus à une pression djihadiste, enfin, du terrorisme violent. Nous sommes encore sur le bord d'un précipice, justement parce qu'il y a eu tellement de temps d'attention et de ressources puisées sur lesquelles nous avons puisé en tant que gouvernement à l'époque pour répondre à un accord qui, malheureusement, ne marchait pas du point de vue du développement, ne marchait pas du point de vue de la vraie réparation qui était demandée de part et d'autre, et malheureusement, ne répondait pas aux questions d'extrémisme violent. Donc, je vais résumer. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que l'accord marche ou pas. L'accord, il n'est pas caduc, parce que ça, c'est un terme juridique. Il y a bien longtemps que l'accord lui-même a violé ses propres règles de progression, puisqu'on parlait de 30 jours pour certaines choses, 60 jours. Donc, de fait, il fallait renégocier l'accord une fois qu'il n'y avait pas eu le respect de certaines échéances. Ça ne s'est jamais fait. Donc, aujourd'hui, moi, je pense, et je vais résumer à ça, qu'il est tout à fait normal qu'après que l'État malien ait demandé le retrait de la MINUSMA en toute responsabilité, faites en sorte que la situation sécuritaire ne se dégrade pas. C'est ce que la population lui a demandé d'ailleurs au cours des assises nationales de la refondation de l'État et qu'on lui a demandé en 2013 lorsque le processus était encore inclusif avant qu'on arrive à la signature d'un accord avec malheureusement uniquement pratiquement que ceux qui avaient pris les armes et en évacuant les questions essentielles de développement et de réconciliation pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Alors, Balan, l'argumentaire de Fatima Maïga m'amène à vous poser cette question. Quel est votre regard sur l'application de l'accord pour la paix? Justement, parce que là, à écouter madame, elle parle de l'accord de paix, sauf que l'accord là n'est pas un accord de paix, c'est un accord pour la paix. D'accord. Il y a toute la nuance à ce niveau. Donc, ça veut dire que signer un accord, un papier, si vous voulez, ça n'est une chose. Et ensuite, aller vers la paix, c'est autre chose. Et aller vers la paix, c'est tout un comportement de tous les jours qu'il faut renouveler tout le temps. Et sauf que, de part et d'autre, moi, c'est là où je me pose des questions. Est-ce qu'il y a réellement une volonté de part et d'autre d'aller vers l'application de l'accord? Parce que l'accord, là, donne quand même un certain nombre d'éléments pour aller vers la paix, notamment le DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Sauf que ce processus n'a jamais été abouti. Ça n'a jamais été abouti. On a commencé par la démobilisation et le désarmement n'a pas suivi. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui était prévu dans l'accord, le MOC. Mécanisme opérationnel de coordination. Voilà, de coordination, ça n'a pas fonctionné. Coordination, ça suppose effectivement que les différents partis sont impliqués là-dedans. Et puis, dans ce processus de MOC, l'ONU a son rôle à jouer. La MINUSMA a son rôle à jouer également. Aujourd'hui, avec le retrait de la MINUSMA, que devient le MOC? Donc ça, ce sont des interrogations qui sont là. C'est pourquoi je disais que l'accord a ses côtés positifs, si bien qu'il y a des choses qu'on doit revoir dedans. Et parce que au moment où on faisait l'accord, tout le monde sait que l'État du Mali était dans une position de faiblesse. On était débordé par la guerre. Il fallait trouver en urgence une solution pour faire la paix, pour faire en tout cas la cessation des hostilités. Donc c'est pourquoi le gouvernement est allé vers la signature de cet accord. Mais après, ils se sont rendus compte que l'accord là ne répondait pas suffisamment aux aspirations du peuple malien, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été écartés au moment de la signature de l'accord, et que cet accord a été signé aussi sous pression de la communauté internationale. Donc, à un moment donné, le gouvernement du Mali et surtout la société civile a demandé une relecture de l'accord. Quelqu'un a même parlé de relecture intelligente de l'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire intelligente. Donc, voilà. Donc, soit vraiment, on est vraiment dans la logique que l'accord
à un moment donné, on a tous notre intérêt là-dedans, et donc il faut un acte de volonté manifeste des parties pour aller vraiment vers l'application de l'accord. Soit on sait que l'accord ne répond plus à nos aspirations, et là, l'accord lui-même prévoit bien évidemment des mécanismes de sa révision. Il faut tout simplement aller vers cette révision de l'accord. Donc, à mon avis, les partis sont aujourd'hui en manque d'intelligence et de stratégie. Mais comment aller ballant vers cette révision de l'accord du moment où tout le monde quitte le bateau à part l'État malien? Vous voyez que dans cette configuration de l'accord pour la paix, vous avez les groupes d'autodéfense, vous avez les groupes de la CEMA, vous avez le gouvernement, la plateforme, à un moment donné, le Gacha qui dit je quitte le CSP, la CEMA qui dit on se retranche au nord du pays, le comité de suivi qui ne se tient plus. Donc, comment faire? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un déficit en termes d'imagination et d'intelligence des partis. À un moment donné, je pense que leur intelligence devait leur permettre quand même, du même moment qu'ils ont parvenu à signer cet accord au moment où ça a été signé, aujourd'hui, avec le changement de la situation, leur intelligence devrait leur permettre effectivement d'aller vers la relecture de cet accord, si c'est cela qui s'impose aujourd'hui comme une évidence. Docteur Kouina, à cette allure-là, que vaut l'accord pour la paix aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, il est difficile de dire que l'accord vaut quelque chose. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui encore, la coordination des mouvements de l'Azawad n'ont pas encore dénoncé l'accord. Et le gouvernement non plus n'a pas dénoncé encore l'accord. Mais toutefois, on sait que l'accord, dans son application un peu caduque. On sait qu'il y a aujourd'hui la CEMA qui revendique un truc de 26 000 ex-combattants n'ont pas été réintégrés. Et en plus de cela, il y a certains parties de l'accord qui ont des difficultés un peu à être mises en œuvre. Et surtout, ce qui pourrait être plus intéressant pour le Mali, c'est un peu l'aspect de la décentralisation, où, disons, le pouvoir retourne un tout petit peu disons, à la source, où les populations vont gérer et même leur quotidien et d'une manière pour éviter d'autres confrontations. Ceci étant dit, quand même, pour ce qui concerne un peu entre le gouvernement et puis les mouvements, les ex-rebelles, comme le disait Mega, parce que c'est vrai, après la signature de l'accord, quand même, on ne peut pas les traiter de rebelles, mais des ex-rebelles. Il est quand même difficile à ce jour de dire que l'accord vaut vraiment quelque chose. En fait, l'accord, aujourd'hui, il est difficile un peu pour les deux parties de se retirer de l'accord. Mais il est quand même important un peu pour les groupes armés d'appliquer l'accord. Mais toutefois, en fait, c'est qu'au côté du gouvernement, comme le disait Balan, il y a un peu certains qui pensent un peu à la mise en œuvre intelligente de l'accord. C'est vrai parfois on peut se poser un peu la question sur cela. Et le plus souvent, en fait, ce qui est dénoncé un peu dans l'accord, c'est un peu la partie de la police territoriale. C'est qui est un peu, certains voient ça comme un peu une militarisation de laisser un peu les armes entre les mains des groupes armés. Ce qui pourrait être bien peut-être renégocié entre l'État et puis le groupe armé, essayer de voir comment est-ce que la police pourrait être munie seulement de pistolets et non des armes de guerre. Et certains, il y a quand même beaucoup de points en réalité dans cet accord peut-être qui prêtent un peu confusion, mais qui pourraient être discutés. En fait. Donc il est important aujourd'hui de voir, parce qu'on n'a que cet accord aujourd'hui qui tient encore pour éviter un peu quand même la confrontation. On sait que cet accord quand même il faut le rappeler, a survécu un peu au coup d'État de 2020 et puis d'une manière à la reconfiguration, ou bien comment on appelle ça déjà, en 2021 où Assimi est revenu au pouvoir. Donc, de toute façon, il faut dire que l'accord a tenu malgré que
il n'est pas encore mis en œuvre. Alors, docteur Koina, il nous reste moins de 3 minutes pour clore cette émission. Le temps de faire une question tour de table. En 30 secondes, une réponse pour chacun de vous. Je commencerai par Balan, qui a pris le train en marche. Il vient de le dire, difficile pour les deux parties de se retirer de cet accord. Et on sait que les deux parties ont des difficultés aujourd'hui à s'entendre également autour du document, de ce document-là. Qui pour maintenir le dialogue, s'il doit y avoir dialogue aujourd'hui? Non, mais il y a l'Algérie qui est là, qui joue ce rôle, bien évidemment. De médiation. Mais, voilà, mais il faut que cette médiation s'active. Parce que moi, j'ai dit une chose. À chaque fois qu'il y a eu des changements au plan international, nous avons eu des problèmes sécuritaires à l'interne. Et c'est aussi l'histoire de la rébellion au Mali. C'est que notre État a du mal à développer en son sein un certain nombre de boucliers, tant sur le plan politique et économique, de faire en sorte que les changements au plan international ne puissent pas nous affecter au plan interne. En 1963, lorsque la rébellion a commencé, on était dans une période de bipolarisation, donc un bouleversement sur le plan international. En 2006, il y avait également la crise économique qu'on appelle la crise des subprimes aux États-Unis. Ça a amené des bouleversements. En 2012, il y avait également la guerre en Libye. Donc, à chaque fois qu'il y a des basculements sur le plan international, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et le fait que le Sahel est devenu un enjeu géopolitique, il y a forcément des risques qu'il y ait des bouleversements internes au plan national. Fatima Maïga, aujourd'hui, comment faire pour ramener ces deux entités-là à collaborer ensemble? Il y a plusieurs façons de dialoguer. La meilleure manière de dialoguer, c'est le respect. Et le respect de ses engagements. L'État malien a une obligation aujourd'hui pour toutes les populations maliennes, assurer leur sécurité. Et pour ce qui est du dialogue indirect, n'oubliez pas que la révision, la Constitution révisée, intègre énormément de demandes incluses dans l'accord. Peut-être la seule qui n'est pas là, c'est la régionalisation. Sinon, il y a eu la prise en compte, n'est-ce pas, de la possibilité de se développer par des mesures spéciales. Et, la création du Sénat, le respect, en tout cas, accordé au Cadi, etc. Donc, le gouvernement, ce processus ultra important qui a fédéré une grande partie des Maliens, sinon une grande majorité des Maliens, reconnaît une partie très importante de l'accord. Donc c'est une forme de dialogue. Et pour ma part, il faut éviter que l'État malien soit distrait de son obligation régalienne d'assurer la sécurité. Et l'accord de paix est un dispositif parmi d'autres. Qui sera considéré à égalité ou pas avec d'autres approches qui sont nécessaires aujourd'hui pour cet État malien. Rapidement, docteur Koina, comment ramener le dialogue entre les deux parties malgré ce fossé qui se creuse davantage? Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord l'implication vraiment des acteurs locaux parce qu'il faut dire que c'est eux qui sont les plus absents dans cette confrontation-là. Donc, il serait bien que les acteurs locaux s'impliquent bien pour essayer de voir comment est-ce qu'on amène un peu la paix. Et aussi, les médiateurs, en fait, les médiateurs internationaux doivent aussi s'impliquer plus. C'est vrai que l'Algérie est là, mais il faut rappeler aussi qu'il y a le Niger, la Mauritanie et puis le Tchad et puis le Burkina Faso qui sont là. C'est vrai que la situation est compliquée, mais ce serait important. Merci beaucoup et c'est ce qui me fait à cette émission du Grand Dialogue. Grand merci à nos invités. Fatima Maïga, analyste sécuritaire, Balan Diakité, politologue, Dr Alpha Al-Hadi Koina, géopolitologue. Je suis Mariam Maïga, à la régie son et vidéo. Il y avait Salim Diouara et Nouhoum Djiré. Cette émission a été réalisée par Emirana Kilou Maïga. Grand merci à vous et on se donne un rendez-vous pour une prochaine fois.